Poutine propose à l'Afrique un partenariat stratégique à apprendre ou à laisser, c'est le thème de cette semaine. Et nous en parlons avec Louis Magloire Kumeyo, journaliste, président de l'association de la presse panafricaine APA, et Dr Sodjeon Petit Gériate, doctorant en camitologie, l'Elvis Chenouti du mouvement Afrocentricité internationale, branche Togo. Merci d'être avec nous pour cette seconde partie des téléspectateurs aussi qui sont très nombreux déjà à nous écrire au plus 228 96 46 10 31. Ils nous disent ce qu'ils pensent de cette proposition de partenariat Russie-Afrique. Nous allons relayer leur message d'un moment à l'autre. Le temps de vous demander si en dehors du Mali, quels sont aujourd'hui les pays qui peuvent être considérés comme, je ne veux pas dire être dans l'escarcelle ou le précaré russe, mais quels sont les pays qui peuvent être identifiés comme étant des partenaires stratégiques de la Russie, Louis Magloire? Il y a d'abord l'Afrique du Sud, qui fait partie des BRICS. C'est le seul pays africain qui fait partie des BRICS et qui, sur le plan diplomatique, revendique son non-alignement sur les politiques de l'OTAN. Donc, c'est un partenaire important pour la Russie. Et le prochain sommet des BRICS se tient en Afrique du Sud. Donc, raison de plus pour renforcer les échanges entre les deux. Ensuite, il y a l'Égypte, qui est un pays très important. La première conférence entre l'Afrique et la Russie, qui s'est tenue à Sochi, a été co-organisé. Je me permets de dire cela parce que même si c'était en Russie, c'est l'Égypte qui a fait toute la médiation pour que cela se tienne avec les pays africains et que les pays africains suivent le mouvement par rapport à cela. Malgré l'influence américaine sur l'Égypte. L'Égypte est un pilier très important, y compris dans les relations avec la Chine, sur les nouvelles routes de la soie. Donc, l'Égypte aujourd'hui a une position géostratégique très importante. Est-ce que c'est l'impact du canal de Suez? Je n'en ai aucune idée. Ce qui est sûr, c'est que c'est un partenaire important. Après, vous avez l'Algérie également, qui est un pays très important dans la diplomatie russe en direction de l'Afrique. Puis vous avez et appuyé aussi par, en matière de défense, l'Algérie compte beaucoup sur la Russie. Le matériel militaire de l'Algérie aujourd'hui a plus de 70% russe. C'est majoritairement la Russie qui fournit l'Algérie en matériel. Et puis vous avez dans le désordre derrière le Soudan, une partie de la Libye, et puis quelques autres pays comme le Cameroun qui se positionnent également pour être des partenaires, même s'ils ne sont pas les partenaires les plus acharnés de la Russie sur le continent africain, qui se positionnent également pour devenir de vrais partenaires de la Russie sur le continent africain. Donc ce sont là les principaux, mais il faut aussi relever une chose, c'est que ce deuxième sommet Russie-Afrique devait se tenir sur le continent africain. Et c'est parce que les pays africains n'ont pas réussi à s'entendre sur le pays qui allait accueillir le sommet, que finalement, il va se tenir à Saint-Pétersbourg, la ville de Vladimir Poutine. Vous avez peut-être oublié le Mali. On peut ajouter je ne les ai pas cités ou la Centrafrique. Oui, la Centrafrique et le Mali. Sachant que la Centrafrique aujourd'hui est dans une position financière et économique très fragile, qui fait qu'elle est en train de revenir un peu sur ses engagements et a sollicité par exemple les États-Unis pour lutter contre le terrorisme, alors que jusqu'à présent c'était un quasi-monopole avec Wagner en République centrafricaine. Les États-Unis qui ont posé une condition, le départ de Wagner avant toute assistance. Oui. Mais si on voit la carte de la pénétration de la Russie en Afrique, docteur Apeti, elle prend plus de terrain qu'on l'imagine. Hein? Oui, bien sûr. C'est aussi ça qui nous inquiète. Nous, on le dit, ça va étonner les gens. Pour nous, certains, il n'y a pas de bon blanc. C'est ça, il n'y a pas de bon blanc. Et si on ne fait pas attention, on risque demain de remplacer un colon par un autre. C'est pourquoi on doit être vraiment très très fin dans ce qu'on fait. Non, mais je crois que même à la place de bon blanc, je pense qu'il faut plutôt dire qu'il n'y a pas de bon... Docteur, le micro n'est pas allumé, il me semble. Je pense qu'on peut même remplacer l'idée de bon blanc par bon impérialiste. Il n'y a pas de bon impérialiste. Parce qu'il soit blanc, jaune ou rouge, peu importe. Quand on est impérialiste, on est impérialiste. Aujourd'hui, sur le continent africain, ce contre quoi on doit se battre, et c'était l'un des combats de Thomas Sankara, c'est contre l'impérialisme. Bon, je vais revenir en arrière parce que... Oui. Je disais que pour nous, certains qui pensons que l'Afrique doit être au centre de toutes nos préoccupations, mon frère a dit un bon impérialisme, mais ce n'est pas nous qui avons sorti les concepts de blanc, noir, tout ça. Les gens ont déjà dit ça. C'est pourquoi quand on dit quelqu'un dit à un noir qu'il est raciste, je dis non.
Nous sommes anti-racistes. Nous sommes contre le racisme que les gens ont institué. Donc, classiquement, pour nous, il n'y a pas de bon blanc. Chacun vient faire chacun vient satisfaire ses intérêts. Puisque de toutes les façons, même si on dit la Russie est riche, la Russie a besoin de beaucoup de choses en Afrique qui ne sont pas en Russie. C'est pourquoi aujourd'hui, ils sont en train de s'organiser aussi d'une manière ou d'une autre avec tous les pays qu'ils auraient aidé à sortir du joug colonial pour l'indépendance. Que ce soit peut-être la RDC, l'Angola, tout ça. Récemment, on sait qu'il y a quand même des choses qui sont aussi en cours pour aider peut-être militairement le Burkina Faso. Mais ce partenariat, est-ce qu'il ne peut pas être stratégique pour s'extirper des griffes des impérialistes? Au fait, ce que moi j'ai dit souvent, j'ai dit que tant que vous êtes faible, parce que vous avez compris qu'on est faible parce qu'on est resté dans les enclos de 1885. Il suffit qu'on fasse une fédération et que nous-mêmes on devienne fort, c'est fini. Comme je le disais, l'Éthiopie, c'est un grand pays. Il n'avait pas besoin de tous ces alliés-là avant de défaire l'Italie. Il faut étudier toujours notre histoire. Haïti, même s'il n'est pas en Afrique, est considéré comme le premier pays africain à battre l'armée de Napoléon. Ils n'ont pas fait venir les Américains, les Anglais, tout ça pour pouvoir les battre. C'est d'abord la volonté. Comme j'ai suivi quelqu'un qui disait qu'il y a plusieurs types de peuples. Il y a les peuples soumis et qui sont dominés, et les peuples qui sont dominés mais qui sont insoumis. Et il donne l'exemple des pays comme Afghanistan, tout ça là, qui n'ont pas la puissance du feu, mais vous pouvez dire que vous les avez dominés, mais ils sont insoumis, ils continuent la lutte. Parce qu'une lutte, pour gagner un combat, c'est d'abord psychologique, c'est mental. Nous, sur le plan mental, on n'a pas exemple ce qu'on dit par rapport à l'Égypte tout à l'heure. Moi, ça ressemble à de la prostitution. C'est une prostitution. Vous ne savez pas si vous êtes avec les États-Unis, vous êtes avec deux ennemis. Vous ne savez pas sur qui même vous allez être. Mais vous êtes considéré comme un traître. Personne ne peut vous respecter. La même chose aussi pour le Mali, comme moi je le disais. Je dis, si le Mali accepte prendre la puissance militaire de la Russie, il faut que le Mali accepte aussi prendre peut-être une spiritualité russe. Que ça intéresse les gens ou pas. Vous ne pouvez pas prendre une spiritualité d'une autre société et combattre cette société avec les armes de l'autre. Ou à la rigueur, nous on dit, revenez à la maison, prenons notre spiritualité, retournons un peu derrière, utilisons cette science, parce que c'est toujours une science, et devenons plus forts, et c'est fini, cette affaire est réglée. On n'a pas besoin. C'est complexe, moi-même, je vous dirais, vous ne pouvez pas faire votre afrocentricité dans la langue de l'autre, hein, je peux vous retourner. Bien sûr, c'est vrai, c'est pour ça que nous on dit, quand on est ici, on parle français, parce qu'à un moment donné, on a essayé de casser notre société de telle sorte que la manière dont on a découpé, quand je vais parler, peut-être lever, mon frère qui est peut-être au nord ne peut pas comprendre. Et c'est fait aussi à dessein. Surtout... Sinon, avant même, les Africains étaient un mot polyglotte. C'est-à-dire, vous pouvez être élevé, mais parler aussi kabyle, tout ça, là, parce qu'il y avait beaucoup de mouvements. Surtout, lui, Magloire risque de ne pas vous comprendre. Hein. Mais tout s'apprend. Même si c'est un grand polyglotte, hein. Vous parlez combien de langues? Tout s'apprend. Non, vous parlez... je parle le français, je parle l'anglais, je parle le russe, ma langue maternelle, et je bricole quelques autres langues. Ça fait une dizaine, donc. Non, à peu près 5. Alors, les téléspectateurs, on va commencer par les statistiques. Je commence par Godzoué. Il nous écrit de Lomé à Dido Gomé-Segbe. Merci, hein, merci à vous pour votre fidélité. Qu'est-ce que nous dit Godzoué? Bonjour. Bonjour à tous. L'Afrique doit apprendre à bras le corps le partenariat de la Russie pour se sortir des mains des prédateurs occidentaux en faisant beaucoup attention et voir quel accord de partenariat l'Afrique peut signer avec la Russie. C'est Godway depuis Adidogo même. Bon, donc lui, il prend, il laisse pas, il prend tout, mais avec prudence. Il faut toujours être prudent parce qu'il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Pour moi, la diversification des partenariats ne peut qu'être une bonne chose. Nos pays, anciens colonisateurs, ne font pas autre chose
Quand vous dites que l'Égypte se prostitue, je ne sais pas ce que l'on dirait des États-Unis qui ont des partenariats partout, de la France qui a des partenariats partout, de l'Amérique latine. Vous avez des ambassades de ces pays-là dans pratiquement la terre entière, sur la terre entière. Donc ce n'est pas de la prostitution, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une réalité des relations internationales qui est que l'isolationnisme ne paye pas. La Chine a peut-être réussi plus ou moins à se développer en se refermant sur elle-même, mais regardez à la fois la population et la superficie de la Chine. Quand vous avez 1 milliard de personnes sur votre territoire, vous pouvez vous payer ce luxe-là. Les États-Unis peuvent par moment se payer ce luxe, mais quand on est de petits pays africains, comme c'est le cas pour nous, qui n'arrivent même pas encore à faire nation sur leur territoire, vous êtes obligés d'une façon ou d'une autre de bâtir des partenariats, mais la condition ici, c'est que ce soit des partenariats gagnant-gagnant. Il ne faut pas que ce soit des partenariats qui sont dans le cadre de contrats léonins, dans lesquels ceux qui viennent gagnent beaucoup plus que ceux qui ont des services à proposer. C'est ça qui est à combattre. Mais sur le fait d'élargir l'assiette des partenariats, je suis absolument d'accord avec notre téléspectateur. Il faut prendre ce qui vient, mais en étant prudent sur les conséquences, à court comme à moyen terme. Nous sommes suivis à Palimé aussi. Bon, ouais. bon pour ma part, comme je le disais, c'est toujours difficile de nous saisir, mais nous on se dit, quoi qu'on dise, si vous êtes faible dans un partenariat, vous n'aurez pas grand-chose. Et nous on n'est pas pressé, comme je le dis, l'afrocentricité de notre combat n'est pas pressée. Même si c'est dans 50 ans, 100 ans, il faut que l'Afrique respecte les conditions d'une fédération. Ces projets ont été déjà mis en place par des gens comme Nkrumah, comme peut-être Cheikh Anta Diop. C'est parce qu'on ne sait pas ce que nos prédécesseurs ont organisé, ils ont fait. Qu'on traîne l'Égypte dans un partenariat avec peut-être les États-Unis et la Russie. L'Égypte est un pays, quoi qu'on dise, en Afrique, c'est un pays puissant. Mais dans ces décisions-là, l'Égypte ne va pas peser. C'est ça le problème. Donc j'arrive. Par exemple, quand il parlait de la Chine, mais la population africaine aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche de nous fédérer? C'est pourquoi on dit on n'est pas pressé. C'est ce que la Chine a fait là. Que nous aussi pas. C'est par ce mécanisme que nos sociétés faisaient les empires. C'est-à-dire on prend plusieurs royaumes, on les regroupe, on voit les intérêts et on avance. Donc, est-ce que nous ne sommes pas très loin de ce fédéralisme quand le Rwanda s'attaque à la RDC? Non, j'arrête tout de suite. Enfin, pas parce que c'est pas intéressant, mais parce que pour moi, c'est pas l'élément le plus pertinent. Les pays européens n'ont pas arrêté de se faire la guerre, y compris jusqu'à récemment. Ça ne les empêche pas de s'unir aujourd'hui contre le reste du monde. Et l'on a l'impression que le centre de gravité du monde se trouve en Europe. Mais regardez juste à quoi ressemble le monde quand on retire l'Europe et les pays considérés comme occidentaux. Vous avez encore 2 tiers qui existent en dehors de ces pays-là et qui représentent quand même quelque chose de très important, mais qui est sous-estimé parce que pas impérialiste, parce que pas dominateur et parce que ne promouvant pas une énergie de guerre ou d'offensive. Donc, pour moi, aujourd'hui, ce qui est important, certes, il faut en arriver au panafricanisme parce que de toute façon, c'est le chemin de la réussite, mais soyons conscients de nos faiblesses également. Une brindille de balai ne fera rien. Avec une brindille de balai, vous ne ferez rien. Mais une fois que vous en faites un bouquet et que vous avez un balai, vous êtes capable de nettoyer votre maison. Or, nos pays aujourd'hui sont embourbés dans le tribalisme, sont embourbés dans la xénophobie, exemple de la Tunisie, sont embourbés dans toutes ces choses qui font que certains ont l'impression que si leur porc est plus important, il faudrait que les autres soient moins importants. Si leur cacao est bien vendu, il faudrait que les autres ne viennent pas leur faire concurrence. Et donc, en étant dans cette stratégie où il y en a un seul qui doit réussir et tous les autres doivent échouer, nos pays s'affaiblissent devant les autres. Est-ce que l'étranger dominateur ne joue pas la zizanie aussi? Au fait, comme je le disais, c'est ça. Au fait, c'est comme ça que l'ennemi a mis l'ivraie en nous. Mais tant que nous n'allons pas retourner en arrière, parce que retour en arrière, c'est difficile. C'est pas que ça. C'est pas que ça. Tant qu'on ne va pas étudier comment étaient organisées nos sociétés. Non. Qui on était. Parce que qui ici pourra témoigner de façon pertinente et fidèle de ce qui se faisait avant?
Non, je crois que la porte, je vous interromps pas, mais je crois que la porte du salut aujourd'hui, c'est de dire, soyons honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes. Ne nous mentons pas à nous-mêmes. Reconnaissons nos fautes et disons, si on s'est trompé là, en 1960, au moment des indépendances, en 1990, pendant la période de lutte pour le pluralisme, et aujourd'hui, avec le néolibéralisme qui est en train d'écraser nos pays et de faire que nos économies n'émergent pas, si on s'est trompé à toutes ces étapes-là, c'est qu'il y a un problème peut-être en interne également. Au-delà de la faute qui peut être rejetée sur les autres, c'est qu'il y a peut-être des faiblesses dans l'organisation, des faiblesses dans le management qui font que nos pays ne sont pas assez concurrentiels vis-à-vis de tout ce qui vient nous opprimer. Et donc, si on règle ce problème en interne, peut-être qu'on évitera à l'avenir d'avoir à nouveau les conséquences liées à l'impérialisme et à la mauvaise volonté des autres pays qui viennent nous écraser. Oui, c'est le règlement de ce problème en interne qui impose maintenant le retour en arrière, c'est-à-dire se recentrer sur nous-mêmes et mettre l'intérêt de l'Afrique devant. Pour mettre l'intérêt de l'Afrique devant, il faut que le Béninois, le Togolais, le Ghanéen, tout ça là savent qu'il était une fois, tout ce peuple était un seul peuple et défendait les mêmes intérêts. Comme ça, là, je ne peux pas arriver maintenant à la frontière du Bénin et on va me raqueter, ou bien vers la frontière du Ghana, on va me raqueter. Et c'est ça qui va que petit à petit, on va avoir une fédération. C'est pourquoi nous disons on n'est pas pressé. Si dans 50 ans, moi je dis dans 50 ans, le discours change, parce qu'il ne faut pas qu'on se presse, on n'a pas besoin de se presser. Et que les enfants qui vont venir, qui seront aux affaires, tous ceux qui sont venus ici peut-être dans 50 ans, soit certains seront retraités, d'autres ne seront plus là. Quand ceux-là vont venir, vont être des gens vraiment patriotiques. Mais tout ça là sera réglé. Mais quand vous avez un problème d'accueil d'Africains en Afrique du Sud, que pratiquement toute l'Afrique et le monde entier ont défendu contre l'apartheid. Quand vous avez des Zimbabwéens qui se font tuer, des Nigérians qui se font tuer, c'est pas la faute à l'occupant occidental. Non, en fait, c'est ça l'objectif de notre mission. Et c'est pourquoi je dis, même cette histoire récente-là, dans laquelle les pays africains se sont engagés auprès d'autres pays africains pour faire front et gagner, parce qu'on parlait de pays de la ligne de front. Oui. Quand on a fait front en commun et qu'au sortir de ce front, on a l'impression de s'être trompé de combat en soutenant des gens qui nous mettent à la porte, est-ce que ça valait le coup? Quand sur le Maghreb, les Africains ont soutenu le Maroc ou la Tunisie et qui se retrouvent en position de bouc émissaire, où on les désigne en disant les Africains, où est-ce qu'on se retrouve dans le panafricanisme là-dedans? Et donc, pour moi, la question doit être réglée à la fois au niveau des populations en garantissant une vraie libre circulation des biens et des personnes, mais surtout un vivre en commun qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus l'impression que quand on quitte le Cameroun pour se retrouver en Tunisie, on n'est plus sur le continent africain ou que le Marocain, l'Égyptien sont plus arabes qu'ils ne sont africains. Et donc, quand vous arrivez sur ces terres-là, vous êtes sur des terres d'islam, vous êtes sur des terres d'arabes. Le vivre en commun sera cimenté par quoi? Par la culture. C'est ça, c'est de ça nous on parle. Tant qu'on va laisser la culture, tant qu'on va laisser notre histoire, toute histoire a quand même des points positifs et des points négatifs. Ce n'est pour rien que dans notre système éducatif, on ne nous enseigne jamais nos passés. On ne nous enseigne pas ce qu'il faut. Ils savent qu'on a un passé glorieux. Tout à l'heure, je parlais de beaucoup de choses en médecine, tout ça là. Aujourd'hui, tout le monde pense que la meilleure médecine se trouve dans le système occidental où l'homme est considéré comme une machine. On peut couper le bras, on peut couper tout. C'est ça. Je vais vous donner un exemple banal. Ce matin, j'étais chez mon coiffeur. Ça fait des années. Sa femme n'est plus tombée enceinte. Il m'en a parlé. J'ai dit, bon, il y a certains aspects que je vais laisser. Va ici, vois telle personne, fais telle cérémonie. Aujourd'hui, il me dit que non, que sa femme est tombée enceinte. Mais notre médecine qu'on a là, la médecine mécanique occidentale là, à un moment donné, on te fait les fécondations in vitro, tout ça, ça existait déjà en Afrique. Et comme je le dis, la médecine a été organisée donc dans divers domaines, sur le plan politique, économique, culture, tout, il y avait ça. C'est ça qui nous lie, c'est ça que Cheikh Anta Diop essaie de développer dans son travail, unité culturelle de l'Afrique, ou bien les fondements socio-économiques et culturels, tout ça là. Donc, tant qu'on ne va pas lire ces livres, et qu'on va passer le temps à lire les petits livres de Kant, de Montesquieu, tout ça, qui sont en fait des grands négrophobes, on va passer le temps à défier les gens. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des Noirs qui posent des actes à des endroits et après, on vient se dire que voilà les Noirs. Mais le fait que tu ne te reconnais pas vraiment dans ton frère, mais on peut t'acheter pour faire n'importe quoi. Donc il y a un problème d'identité à régler d'abord. Donc le jour va se reconnaître que vous que je vois là, que par exemple, nous tous on a des ancêtres venant d'où? De la vallée du Nil. Quand je vais vous voir, je vais penser que vous êtes Camerounais. En fait, c'est ça le problème.
Tant que les Africains ne vont pas se recentrer sur eux, la guerre va toujours continuer parce qu'ils ont essayé de dire voilà les tribus, voilà les gens du Nord, voilà les gens du Sud. Alors quand vous lisez les hiéroglyphes et vous commencez par comprendre, vous allez comprendre que les Évés, les Kabyais, tout ça là, tous ces gens étaient là-bas. Parce que quand vous prenez les peuples Kabyais, il y a les mêmes peuples exactement comme ça, qui sont au Tchad. Quand vous prenez les Évés, vous nous voyez comme ça, vous nous voyez presque au Congo, tout ça. Donc c'est le même peuple qui était dans la vallée du Nil. C'est ça qui est difficile parce que pour retourner en arrière, ce n'est pas facile. Et moi je le dis souvent aux gens, laisser la médecine qu'on est en train de faire aujourd'hui qui nous nourrit et retourner en arrière, c'est pas facile. Mais les gens doivent savoir que si on ne retourne pas en arrière, on va continuer par jouer le rôle de ce que j'ai dit tout à l'heure, le matador et le taureau de ce Bobby Wright, qui fait qu'à la fin, c'est le taureau qui sera toujours assassiné. Et nous tous, on voit que quel que soit ce qu'on embrasse, comme disait ça, le développement, ceci, à la fin, nous sommes sur le carreau. Alors, on va prendre la direction de Palimé. Mawena nous a écrit, bonjour, chers journalistes et chers invités, qui nous font vivre les réalités autour de nous. Donc aujourd'hui, je ne serai pas dans le débat du jour, mais comme il y a le docteur Kamit, j'aimerais savoir la signification du nom Afrique et pourquoi ce nom pour le continent. Bon, en fait... je vais plutôt lui dire qu'on dit Afrique de manière générale pour que les gens comprennent. Sinon, le vrai nom de l'Afrique avant, c'était Kama. C'est-à-dire la terre des Noirs, c'est ça. J'ai même sur mon tissu ici notre croix qu'on appelle la croix Ankh, qui représentait en fait la vie. L'Afrique, c'est un général, je pense, romain qui était venu conquérir quelques villages en Algérie. Et comme en Afrique, comme sur notre continent, quelqu'un peut se donner le luxe qu'il veut, ils ont donné ce nom au continent. Sinon, l'Afrique ne s'appelait pas comme ça. L'Afrique s'appelait la terre des Noirs. Et Ka, là, ça signifie noir, comme Aka, comme chez nous. Quand on parle bien la langue, on comprend sa langue, on trouve les choses chez vous. Donc, Aka, comme charbon qu'on dit chez nous, c'est ça qui est Ka. Et Ka, là, ça signifie noir, en fait. Donc, Afrique, c'est un nom qu'on a donné au continent juste pour effacer les noms originels. Donc, on devrait vous appeler Akamit. Bonjour Gilles, je vous salue cordialement. Salut vos invités du jour, c'est Richard Tawa depuis Cara. Gilles, vous avez, accusé un retard de 5 minutes dans le démarrage de l'émission. C'est vrai, je reconnais pour des petits soucis techniques pour démarrer. Sur la question du jour, il appartiendra donc à chaque pays d'Afrique de sous-peser les contours de ce partenariat stratégique avant de s'y embarquer, car aujourd'hui, l'Afrique a grandi en maturité, en réflexion, de sorte qu'elle connaît ces problèmes qui peuvent l'amener vers ce partenariat. On ne doit plus être dans des accords sombres dont les générations ont payé les prix et continuent de les payer. Quelles pourront être les conditions de réussite de ce partenariat, puisqu'il faut véritablement que nos dirigeants orientent les réflexions vers leur développement matériel et moral. Mais en plus de sa question, je voudrais vous interroger sur le pacte colonial que certains pays ont commencé par détricoter. Le Mali l'a rejeté, le Burkina. Est-ce qu'il n'est pas temps de se débarrasser de cet accord de 1961, encore totalement déséquilibré? Non, mais on parle là d'accords de défense et d'accords de coopération économique qui restent très, très obscurs pour la plupart des personnes. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de débat parlementaire là-dessus. Il n'y a pas eu de débat public sur ces choses-là. Et peut-être parce que ça ne se débat pas en public, mais quelque part, il faut quand même qu'on sache ce qui nous engage, ce qui nous lie vis-à-vis d'un partenaire important comme la France. Et aujourd'hui, si les populations sont autant remontées, non pas contre les Français ou contre la France en tant que pays, mais par rapport à la politique que certains dirigeants français adoptent sur le continent africain, c'est parce que justement il y a toutes ces zones d'ombre-là qui font qu'on ne comprend pas toujours d'où c'est parti et où on va. Et donc, à partir du moment où on en est là, il n'y a pas que les Africains qui essayent de trouver de nouveaux partenaires. Il y a au niveau de l'Europe, l'Allemagne qui essaye, elle aussi, de se faire une place sur le continent africain. La Grande-Bretagne, qui a quitté l'Union européenne, est en train d'élargir le Commonwealth sur le continent africain. Il y a Israël qui essaye également de se faire une place sur le continent africain, pour ne citer que ces pays-là. Donc, aujourd'hui, on est à un stade où
Les gens ont besoin de comprendre, ils ont besoin d'avoir de la redevabilité de la part des dirigeants. Ils veulent que les dirigeants qu'ils ont placés leur disent où ils les emmènent, d'où ils les prennent et où ils les emmènent. Et pour ça, il faut qu'il y ait de la transparence dans la gestion. Et si les Français ont l'impression qu'ils n'ont pas besoin de pratiquer cette transparence-là, il leur arrivera ce qui leur arrive actuellement, peut-être en pire dans les prochaines années. Et donc, c'est à eux, avec nos dirigeants, de rassurer sur les contours des accords qui les lient et de faire en sorte qu'on n'ait pas l'impression qu'on est devenu cette chasse gardée, ce précaré, ce territoire néocolonial dans lequel il y a une extension de la France et où les autorités françaises peuvent se comporter comme elles le font sur leur territoire, voire se permettre des libertés qu'elles ne pourraient pas prendre sur leur propre territoire. Bonjour Niwad Sim Lewa Iso, c'est Awangelo Kara, partenariat à prendre. L'Occident doit se rendre à l'évidence que l'Afrique a amorcé un nouveau virage. Signer un partenariat avec la Russie revient plus juste car il sera basé sur le transfert de technologie. Avec les Russes, on apprend à pêcher pour manger. Les gens disent que les Russes n'ont jamais construit une salle de classe d'Afrique. D'accord, les Russes ne soutiennent pas la mendicité, mais plutôt ils nous montrent comment s'auto-prendre en charge. Regardez l'armée malienne qui commence à maîtriser diverses stratégies, alors que depuis des années, les États africains fonctionnent sur certaines bases du partenariat signé sous contrainte lors des indépendances. Simlewa Isso, Awangelo Kara, docteur Apeti, il a donné l'exemple du Mali avec l'acquisition de matériel de guerre. Avec tout le respect que je dois à tout ce qu'il a dit, de manière intéressante, il ne faut pas qu'on se trompe. Il n'y a personne qui donne sa technologie. La technologie, il n'y a personne qui va vous donner ça. Soit vous avez des moyens d'aller espionner un peu et vous venez, vous développez en utilisant vos connaissances endogènes, soit vous utilisez vos connaissances endogènes et après vous utilisez les autres connaissances pour pouvoir améliorer. N'espérons jamais qu'un jour, un pays va se lever, prendre ce qui lui permet de se protéger, venir nous donner. Il n'y aura jamais ça, il n'y a personne qui donne la technologie. Le second point, c'est qu'on a tendance à dire qu'au Mali actuellement, on leur donne les connaissances. Non, c'est toujours... eux, ils ont déjà fabriqué les choses. On vous apprend juste à conduire. On n'apprend pas aux Maliens à fabriquer les armes. Oui, mais ce que les autres n'avaient pas pu faire. Il y a plus de 60 ans de coopération avec la France, les coopérants militaires, mais les armées n'avaient pas réussi à s'équiper et à être autonomes pour se défendre sur le terrain. Ils conduisent leurs véhicules, ils utilisent leurs armes, tout ça pour faire la guerre. Ce que moi je veux dire, c'est que est-ce que la Russie est en train d'apprendre aux Maliens à fabriquer les armes? Est-ce que la Russie est en train d'apprendre aux Maliens à fabriquer les voitures, puisqu'ils fabriquent les voitures, à fabriquer les avions? C'est de ça il est question. Quand ils transfèrent, ça veut dire qu'on doit te permettre de faire la chose, puisqu'il dit que la Russie apprend aux gens à pêcher les poissons. Mais ce n'est pas amener les armes russes et aider les Maliens à conduire dans la technologie. Ce que les Africains doivent savoir, c'est que, je pense que c'est De Gaulle qui l'avait dit, malgré tout ce que je peux lui reprocher, que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Tous ceux qui sont en Afrique là, comme le disait le grand frère tout à l'heure, l'Israël qui vient, les États-Unis qui viennent, tout ça là, ils sont là pour leurs intérêts. Et il y a une phrase phare qui est claire, l'avenir du monde se joue en Afrique. Quand on dit l'avenir du monde se joue chez vous, et que vous êtes en train de dormir, c'est pour dire que demain, vous allez retourner en esclavage, et ce serait plus compliqué pour vous. Il peut arriver un moment donné où quand eux vont voir leur intérêt atteindre le niveau qu'il faut, que la Russie, quoi qu'on dise, s'organise avec les États-Unis et qu'ils disent on va signer un papier, ça s'arrête là-bas. Donc nous là, on ne doit pas dormir. Laura de Lomé, Laura nous écrit de Lomé. Je pense que l'Afrique aura gagné énormément si elle prend le partenariat stratégique que lui propose la Russie. Il faut avouer que la Russie est le sauveur de l'Afrique. C'est Laurent qui dit ça. Déjà, lorsqu'on dit qu'il y a des terroristes sur un sol et que les Russes arrivent, très vite, on n'entend plus parler des terroristes sur ce sol. Alors, il faut se poser la question de savoir d'où viennent les armes détenues par les terroristes. L'Afrique fabrique-t-elle ces armes? Si les Occidentaux ne se reprochent absolument rien, pourquoi refusent-ils le partenariat Russie-Afrique? Si les pays africains sont véritablement indépendants, ils sont libres de choisir leurs partenaires. Il n'appartient pas à un groupuscule de leur dicter leurs partenaires. Les Occidentaux sont des partenaires au même titre que les Russes, donc personne ne doit se sentir supérieur. Signé Laurent Delorme. Je signe des deux mains en partie.
Et je rappelle aussi que il y a eu de grosses erreurs qui ont été commises dans la gestion notamment des rébellions dites djihadistes dans le Sahel, quand notamment la France, en intervenant, disait que elle ne peut pas admettre que le gouvernement malien négocie avec des terroristes qui ont tué des soldats français qui se sont engagés pour défendre le Mali. C'est une position qui a fait non seulement perdre beaucoup d'hommes, mais aussi beaucoup de temps dans les négociations. Parce que les accords d'Alger avaient déjà été signés et même s'ils n'ont pas été appliqués, ils étaient un cadre qui servait de base pour les négociations afin non seulement de libérer les otages qui avaient été pris et qui étaient essentiellement français, mais également de renouer le fil du dialogue. Parce qu'avant même d'être des rebelles, ce sont d'abord des citoyens. Il y a des Maliens parmi ces personnes dites djihadistes-là ou terroristes. Et donc, il faut discuter avec elles. Donc, le fait de s'être aligné sur des positions qui étaient celles de la France a probablement fait perdre beaucoup de temps et beaucoup de vies humaines sur le terrain. Aujourd'hui, on est engagé avec les Russes qui n'ont pas la même lecture des événements, qui n'ont signé aucun accord avec les Touaregs et qui n'ont pas un agenda qui consiste à dire vous n'entrez pas à Gao ou dans une autre ville parce que nous protégeons cette zone-là en raison d'un engagement écrit ou verbal pris avec les Touaregs. Donc ça fait déjà un changement de paradigme dans la lutte contre le terrorisme qui est très important. Et après, notre confrère Olivier Dubois, s'il a été libéré finalement, c'est parce qu'on a pu discuter avec ces troupes-là dites djihadistes et terroristes dans la zone et que les discussions ont été menées grâce notamment à l'entente entre les différents services des pays concernés pour que peut-être la libération ne se fasse ni au Mali, ni au Burkina, mais au Niger. Discuter ou payer, parce qu'on sait que derrière ces libérations, il y a toujours jamais gratuit, de gros sous qui circulent, des sous que les terroristes utilisent pour acheter d'autres armes. Ce n'est jamais gratuit. Mais ce que je veux dire, c'est que si en plus du fait que l'argent doit être payé, la souveraineté, l'unité nationale est mise en difficulté parce qu'on met certains citoyens au banc de la nation en disant que comme vous êtes devenus terroristes, vous ne méritez plus la citoyenneté malienne ou burkinabé, peu importe, et que l'avenir du pays se fera sans vous. C'est une exclusion qui se paye cher parce que vous les renforcez dans leur attitude belliqueuse vis-à-vis de l'État. Et ça, ce n'est jamais bon dans des négociations. C'est une question de thèse, faut-il discuter avec les terroristes? Bon, je vais dire un petit truc par rapport... Pourquoi? C'est-à-dire, c'est une identité de plus. Leur vraie identité, c'est d'abord qu'ils sont citoyens d'un pays. Quel que soit le cas de figure, ils ont d'abord une nationalité. Et la qualité de terroriste ou de djihadiste vient après. Ce n'est pas leur nature profonde. Parce que cette affaire de djihadistes ou tout ça, là, ça rejoint tout ce que je disais. Les Maliens ne savent pas qu'ils ont une culture qui n'a rien à voir avec ce qui les transforme en djihadistes ou bien tout ça. C'est-à-dire qui n'a rien à voir avec l'islam. Comme je le dis, Djoubi Fakoli, un vieux de plus de 80 ans, qui a des pathologies lourdes, est où actuellement? Alors que ce monsieur, je ne vois pas ce qu'il a fait de pire que les djihadistes. Donc, il faut que les Africains, comme on le dit, se réveillent pour arrêter de se faire ridiculiser. De deux, on dit, bon, les Russes sont venus, ils ont fait entendre tout ça, on a vu. Moi, j'ai dit, je n'attends rien de ça, de ce qui est là-bas. Tant que les Africains ne vont pas retourner en arrière pour se fonder sur leurs valeurs spirituelles, culturelles, demain, nos dirigeants vont prêter serment encore sur ces livres, auront des agendas à remplir. Ce que je veux dire, en fait, est-ce que les Dogons ont été attaqués par les djihadistes? Non. Est-ce que les Dogons sont des Russes? Non. C'est ce qu'on dit. Même dans nos pays ici, le Togo, ça, il y a des sociétés qui sont là, avec lesquelles on peut s'organiser, avoir des connaissances, produire des connaissances scientifiques et régler ses affaires. Je dis aux gens, souvent, quand on voit quelqu'un qui danse dans le feu et n'est pas brûlé, vous pensez que celui-là, le rituel qu'il a fait pour danser dans le feu sans être brûlé, là, si vous tirez sur lui, ça va lui faire quelque chose? Pourquoi les gens laissent tout ça et courent derrière ceux qui ont la seule méthode, les moyens physiques? Je vous dis souvent que les vieux disent qu'on a fait des guerres de libération sur notre continent. Ce n'est pas avec les armes physiques. Donc, les Dogons aussi, là, c'est des modèles sur lesquels les Maliens doivent se rabattre, voir ce que les Dogons ont fait, quels sont les rituels qu'ils font pour qu'ils puissent chasser les terroristes. Tout ce qu'on fait, on va prendre des milliards, aller acheter les armes chez les Russes, alors que vous n'avez pas les moyens. C'est tout ça, moi, je dis. Et à la fin, on va dire que vous êtes endettés, on a... l'ovation également. Quand on a dit on a annulé peut-être 300 milliards pour les Africains, les gens ont ovationné. Donc vous êtes là, on vous crée les dettes et après on dit qu'on a annulé, vous applaudissez. Il faut que les Africains arrêtent ça.
Nous avons des sociétés à travers lesquelles on peut reprendre nos connaissances de base, parce qu'il y a toujours les connaissances là-bas. Les couvents, comme je le dis souvent, les couvents là, c'est des écoles. Ce n'est pas ce que les gens pensent des couvents. Quand vous allez dans un couvent, vous apprenez plein de choses, et à la fin, quand vous sortez de là, vous pouvez devenir un initié qui est capable de faire beaucoup de choses. Je le dis souvent aussi, chaque fois qu'on dit à quelqu'un, va avoir un pouvoir qui te permet, aujourd'hui tu es en danger de disparaître, il dit c'est satanique, que ça diminue la durée de vie. Je dis bon, tu es attrapé une nuit dans un village quelque part avec des bandits qui veulent te tuer à l'instant. Si tu disparais, au moins tu vas gagner un jour de plus. Voilà comment on doit dédramatiser nos connaissances. Moi, je prends les Dogons comme référence au lieu de prendre les Russes comme référence. Donc, attendez un moment pour disparaître. Nous avons encore besoin de vous pour la fin de l'émission. Pour revenir à Doumba Fakoly. On va pas l'attaquer. Il me semble qu'il a manqué de respect à la religion de l'autre. Ce sont des faits aussi, hein, la religion de l'autre. Pour le moment, c'est ce qu'il a de plus précieux. Et on doit pouvoir respecter ce en quoi l'autre place totalement sa confiance aux gens. Non, moi je crois qu'il faut respecter, il faut se respecter et respecter les autres dans leur nature, parce que le respect même que s'ils nous se trompent ou vous croyez qu'ils se trompent. Oui, le respect que nous attendons des autres, c'est le même respect que nous devons leur donner. Si nous manquons de respect à notre prochain, ne soyons pas étonnés qu'il nous rende exactement la même chose dans son comportement. Mais le problème aussi, là où on peut donner peut-être raison à Dr Apeti, c'est que les autres s'attaquent aux religions traditionnelles, on brûle comme on veut, on fait tout ce qu'on veut au vu au sud de tout le monde sans réprobation. Donc, on revient au débat. Nous a écrit de Notien. Bonjour Gilles, très heureux de vous retrouver chaque dimanche. Merci beaucoup. Notien, ça me manque, il faut que je descende dans l'arène. Félicitations donc aussi. J'ai lu vos vers de poésie. Là, il touche autre chose. Merci beaucoup, merci. C'est très encourageant. Je n'oublie pas mes salutations à vos invités qui sont à la hauteur. Concernant le thème du jour, les Africains doivent prendre sans tambour battant ce partenariat, hein, car c'est une occasion en or que l'Afrique doit saisir et abandonner l'Occident décevant, selon lui. Un Occident qui a des visions d'assujettir les Africains. Le Mali a donné le ton aux autres pays de suivre dans ce partenariat avec Vladimirovitch Poutine. C'est toi qui nous écrit de notre. On va recevoir un message du Bénin. Il est long quelque peu. Hein. Est-ce qu'on peut y aller? Bon, c'est Pintos Nyagnon qui nous écrit depuis Cotonou. Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour les débatteurs. Ce qui se passe aujourd'hui est le reflet de la recherche de stratégie pour un meilleur contrôle sur l'Afrique. La Russie et la Chine, ayant estimé que la France profite des ressources, ont réfléchi à une meilleure offre de coopération à l'Afrique. L'offre de la Russie, si elle profite mieux à l'Afrique, doit être acceptée. On n'a pas le choix, nous devons aller au-delà des accords coloniaux imposés pour piller nos ressources et contrôler notre économie. Oui, l'Afrique doit accepter notamment l'offre russe, puisque l'Afrique elle-même se contente de ce qui doit venir d'ailleurs, surtout que le colonisateur ne nous a pas permis d'avoir des usines pour booster nos économies. L'Afrique a besoin de réinventer sa coopération avec les autres et gérer efficacement les ressources et se donner des dirigeants ambitieux. Pintos Nyagnon depuis Cotonou au Bénin. Bonjour mon frère Gilles, je salue tes invités. Le débat est très intéressant, mais on a trop parlé des dirigeants, on n'a pas trop parlé des dirigeants pour réaliser. Tout le monde défend ses intérêts, sauf l'Afrique. Si quelqu'un décide de changer la méthode, les pro-français viennent contre lui. Bonne journée à vous. Qui nous a écrit? Je n'ai pas retrouvé pour le moment l'auteur. Il nous a écrit de Luxembourg. Je soupçonne Madame Assitane, hein, je la soupçonne. Alors, bonjour le plateau, j'apprécie le docteur Apeti dans son raisonnement. Je veux bien faire partie de son organisation. Je suis Akara, Kofi Akara. Son mouvement, c'est Afrocentricité Internationale, branche du Togo. Un téléspectateur nous a écrit un long message aussi. Est-ce que je peux y aller? Salut. Sujet intéressant, invité à la hauteur. Thème, bravo. C'est Manglibé Machatom, mon cher ami. Depuis les pieds du mont Barbabassa, nos invités décortiquent très bien le thème.
Je vais ajouter ceci, surtout à l'endroit de la jeunesse africaine, hein, quel que soit le partenariat B2B ou autre, il y a toujours un dominateur et un dominé. Les USA ont été dominateurs sur une bonne partie du monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, laissant l'autre à l'URSS. Aujourd'hui, la Chine domine le monde. Quoi qu'on dise avec la guerre en Ukraine, la puissance de la Chine va se conforter les 20 prochaines années. Après, sera le tour de l'Afrique à partir de 2040. C'est plus qu'un objectif, c'est un impératif et même une mission pour la pérennité humaine. Et c'est à cela que les jeunes politiques africains doivent travailler dès à présent. Ils auront la lourde responsabilité de sauver et de diriger le monde dans le bon sens. Donc, une obligation de succès au risque qu'on leur impute même les échecs du leadership occidental d'aujourd'hui. Merci beaucoup, mon cher ami Maglibé Machatom, qui a quitté les mamelles du Togo pour les monts Barba Bassa. Lui, il rêve du réveil de l'Afrique autour de 2040. Ça me rappelle un bouquin de Edem Kodjo, paix à son âme, et Demain l'Afrique. Oui, mais je voudrais qu'on sorte de l'incantation vraiment, parce qu'il y a un autre slogan que j'avais entendu qui était Santé pour tous en l'an 2000. Nous sommes en 2023 et il n'y a toujours pas de santé pour tout le monde en Afrique. Il n'y a même pas d'assurance maladie pour tout le monde en Afrique. Donc je voudrais qu'on sorte de cela pour se donner les moyens concrets de réaliser nos politiques et d'atteindre nos objectifs. Le fait d'avoir des partenaires ne nous dispense pas de l'effort de développement endogène que nous devons fournir pour développer respectivement nos pays et notre continent. Beaucoup de personnes croient en la politique de l'homme providentiel ou du partenaire providentiel. Et personnellement, je crois que ce sont des choses qu'il faut rejeter aujourd'hui parce que même le Christ n'a pas réussi à nous sauver. Pour ceux qui sont chrétiens, pourquoi est-ce que ce sont les hommes ou les pays qui viendront nous sauver de situations dans lesquelles nous ne fournissons pas suffisamment d'efforts pour nous extraire, alors que c'est notre devoir premier de le faire. Donc je crois qu'aujourd'hui, pour le continent africain, au-delà du fait de compter sur la diversité des partenariats, c'est de compter sur nos forces propres, sur notre capacité de produire du développement endogène pour sortir l'Afrique de sa situation, faire ce que la Chine est en train de faire. Comparaison n'est pas forcément raison, mais quand vous regardez la Chine aujourd'hui, en dehors de Taïwan, Hong Kong est revenu dans le giron. La plupart des territoires chinois qui avaient été pris par les Occidentaux lui ont été rétrocédés. Et la Chine, dont les produits, quand vous disiez Made in China, c'était synonyme de pacotille. Aujourd'hui, être Made in China, tous les produits sont faits en Chine. Que ce soit nos ordinateurs, nos téléphones portables, tout est fait en Chine et plus personne n'ose dire de la Chine que ce qu'elle produit, c'est de la pacotille. Donc pour nous aussi, il y a cette volonté de développement endogène qui doit être renforcée et ça commence par la formation de la jeunesse, ça commence également par le renforcement de nos universités. Quand on regarde le classement Shanghai des universités, des meilleures universités du monde, nous n'avons pratiquement aucune université africaine jusqu'à la 50e place. Et c'est anormal, c'est une anormalité. Il faut que nos universitaires, que nos chercheurs arrivent à produire pour le continent et à s'intéresser aux phénomènes de société, aux questions de développement, pour produire. Quand on parle aujourd'hui, par exemple, de Sud global ou de pays du tiers-monde, ce sont des notions qui nous sont externes. Ce ne sont pas nous qui les avons produites, même si pour le Sud global, c'est un think tank marocain qui l'a lancé. Mais aujourd'hui, il faut que l'Afrique arrive à se représenter par elle-même et à imposer sa vision d'elle-même sur la scène internationale. Parce que certains disent qu'il y a une politique française, il y a une politique américaine, il y a une politique chinoise, mais quelle est la politique africaine des pays africains? Pour le moment, il n'y en a pas. Même quand il y a des ministères dédiés à la coopération africaine, ça manque de lisibilité et ça manque surtout de résultats sur le terrain. Et c'est à ça qu'on doit d'abord s'attaquer pour pour réussir à créer cette émulsion-là au niveau des populations qui fasse que l'on passe du problème de confiance qui empêche les populations de croire en leurs autorités et en leur pays vers une construction, vers une co-construction de nos pays, de nos nations.
Pour apporter un peu de l'eau à votre moulin qui moule très bien d'ailleurs, je voudrais inviter, me demander s'il ne sera pas très utile de créer à l'université, dans nos universités, des chaires en linguistique, par exemple, pour réfléchir sur les concepts qui ont été inventés pour nous infantiliser et proposer d'autres concepts, ou en histoire, développer des chaires sur l'égyptologie, étudier en médecine, en histoire, en ethnologie, ce qui a été fait par les autres, en mathématiques, etc. Est-ce que nos universités ne doivent pas s'occuper de ces choses? C'est ça, en fait, la formation qu'on est en train de faire maintenant, dont je suis en train de faire le doctorat. Il y a tout ça dedans. Parce que la manière dont on formait les gens en Afrique, c'est pourquoi il disait qu'il y avait les universités en Afrique, il y avait les universités même en Europe. Donc, on te forme de telle sorte que tu sois quelqu'un de polyvalent. Donc, un sage, mais polyvalent, qui peut avoir des compétences dans plusieurs domaines. C'est pas aujourd'hui, tu fais la médecine jusqu'à ce que tu fais 14 ans, et puis on dit que toi, tu t'occupes des sourcils. Et tu dis que tu es hyper spécial. Ça ne vaut rien. Je m'amuse à dire, si c'est pour venir faire ça à la fin, pourquoi on m'a perdu le temps? Même le journaliste a encore plus accès à plusieurs organes que toi. Tu finis, on dit que oui, toi tu es ORL. Tu fais doctorat 7 ans. Tu laisses un journaliste, tu viens s'occuper seulement de la gorge, des oreilles, et puis tu es content. L'autre, on dit qu'il est ophtalmo. C'est que l'hyperspécialisation, là, ça rend les gens paresseux. Est-ce que c'est la paresse? Parce que les organes sont interdépendants aussi. Moi, je me suis toujours posé cette question si la spécialisation était une très bonne chose. C'est pourquoi il y a la spécialité que beaucoup de gens fuient, qu'on appelle la médecine interne, que moi j'ai faite. Parce que je me suis dit, je ne peux pas venir me contacter d'un organe. Donc, la médecine interne, c'est la spécialité du corps. C'est ça, en fait. Donc, c'est ça la camitologie qu'on est en train de faire. Parce qu'on suppose que d'ici 10 ans, quoi qu'on dise, quand les lobbies vont commencer par porter fruit, les universités vont commencer par changer leur programme. Mais il faut des enseignants afrocentrés, c'est-à-dire des gens qui vont enseigner avec la vision africaine. Il ne faut pas que quand on va enseigner maintenant peut-être les Medjugorje, qui sont en fait les hiéroglyphes, qu'on allait prendre un blanc qui va venir raconter sa vie. Parce que quand vous étudiez les Medjugorje, par exemple, si vous avez fait le village, vous voyez les écritures, vous allez dans vos villages. C'est pourquoi il dit nos temples là, nos couvents là, c'est des bibliothèques. Vous n'allez plus voir le hibou et puis commencer par avoir peur. Parce que le hibou, quand vous voyez le hibou, tout d'abord c'est une lettre. C'est une lettre de l'alphabet. Donc, vous pouvez voir, on peut écrire peut-être, par exemple, le nom appétit. On peut écrire ça avec un animal, peut-être un serpent, un oiseau, peut-être des choses comme ça. Donc, il y a des écritures comme ça dans nos temples. C'est pourquoi tout ce qu'ils ont volé, ils ont mis dans leur musée là. C'est des tas de connaissanses. C'est ce qu'on avait. Donc, tout à l'heure, le grand frère disait, j'y arrive. Est-ce qu'on peut encore arriver? Parce que le temps... Non, on peut arriver. Il ne nous reste que 2 secondes. Mais cette fois-ci, le temps est très vite passé, à mon insu. Non, on rattrapera les 5 minutes du départ. Bon, rattrapé déjà. Non, c'est une blague. Non, on doit respecter le temps imparti. Ouais. Merci d'être passé dans ce débat. Merci beaucoup. Je vous promets une 3e partie. Merci. Autour de votre coin? Oui, autour de votre coin. Merci, docteur. Merci beaucoup. Et nous remercions. Merci, Komagab et à Cléso Pignon pour la réalisation de cette émission que j'ai eu du plaisir à vous présenter. À très bientôt, Insuny World.